France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre magazine consacré à l'actualité et la découverte de ces territoires. À la une, cette semaine, l'incertitude après l'accord de Bougival sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. On en parle dans cette édition. Après la signature de l'accord de Bougival il y a 2 semaines, indépendantistes et non-indépendantistes calédoniens se déploient sur le terrain. Réunions publiques, débats, rencontres citoyennes, un véritable service après-vente pour tenter de répondre aux nombreuses interrogations des Calédoniens et une séquence cruciale à quelques mois d'une consultation décisive. Les précisions de Pierre Lacombe. Après l'accord de Bougival, les signataires ont entamé depuis quelques jours le service après-vente. Expliquer, rassurer et surtout convaincre. L'Union calédonienne, principale composante du FLNKS, a publiquement rejeté cet accord, dénonçant notamment l'absence des fondamentaux du combat du peuple kanak. Alcide Ponga, signataire de l'accord et non indépendantiste, ne s'en étonne pas. Défendre ce document prendra du temps. C'était comme ça en 1988 à la signature du accord de Matignon, où Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ont eu fort à faire en Nouvelle-Calédonie pour expliquer les choses. C'est encore le cas aujourd'hui. Les signataires loyalistes et rassemblements organisent tous les soirs des réunions de proximité. Calédonie Ensemble poursuit également son travail de pédagogie avec des réunions publiques. L'important, c'est de répondre aux questions des Calédoniens. Je pense que les Calédoniens se posent un certain nombre de questions légitimes. Ils ont besoin de savoir ce qu'il y a de prévu dans cet accord, comment il va être décliné aussi. De son côté, le PALICA, le Parti de libération kanak, l'une des principales forces indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, a validé lors de son congrès le document signé à Bougival. Le parti a commencé un travail d'explication auprès de ses militants. C'est important de resserrer les rangs autour des négociateurs. Et c'est important aussi que nos militants comprennent. Depuis la Polynésie, où il était en déplacement cette semaine, le ministre des Outre-mer invite chaque parti et mouvement à bien réfléchir. Cet accord, tout le monde s'y est engagé, doit être présenté en l'état. Sa structure, son équilibre ne peuvent pas être remis en cause, sinon il n'y aurait pas d'accord. La convention du FLNKS, le 2 août prochain, est un rendez-vous crucial. Les signataires et les militants, qui n'ont pas la même lecture du document, vont devoir se mettre d'accord sur une position commune. Dans l'actualité, également le début de la campagne sucrière à La Réunion. Les tracteurs et camions ont livré les premiers chargements des planteurs. Mais cette année encore, la saison risque d'être moins fructueuse avec un rendement plus faible et un produit moins riche en sucre, à cause notamment du cyclone Garance et de la sécheresse. Direction la Guadeloupe, à présent, où les sargasses prolifèrent toujours, ces algues toxiques qui dérivent naturellement sur l'océan et s'échouent massivement aux Antilles. Ces derniers jours, les gaz qu'elles dégagent ont atteint des seuils inquiétants. Illustration à Sainte-Marie avec Romain Thibes et Noé Guibert. Cela fait des mois que les habitants de Sainte-Marie respirent l'air contaminé par les rejets toxiques des sargasses. Excédés, impuissants, ils sont victimes de cette étendue d'algues qui ne cesse de s'agrandir. J'ai mon fils, mon petit, ça fait 3 mois qu'il a une toux incessante. Moi, je suis un asthmatique et je prends un traitement de fond et quand même ça ne s'améliore pas. Donc, je me demande même parce que je ne vais pas déménager. Les marins-pêcheurs de la commune se donnent rendez-vous au port presque tous les jours. La tension est palpable. Selon eux, leurs embarcations sont coincées depuis plus de 2 mois. Ils tiennent à nous montrer les dégâts. Regardez l'état du bateau, on ne peut pas sortir. Selon cet adjoint à la mairie de Capesterre, la commune a engagé plusieurs centaines de milliers d'euros auprès d'un prestataire pour tenter de dégager les sargasses des côtes. Un budget colossal que la municipalité ne peut plus payer aujourd'hui. Les tractopelles sont désormais à l'arrêt. La mairie de Capesterre, elle, appelle à l'aide. Nous n'avons pas le budget pour pouvoir... c'est vraiment quelque chose une catastrophe naturelle. Et nous demandons que l'État prenne ses responsabilités, car aujourd'hui, nous avons les marins-pêcheurs qui sont impactés, mais nous avons aussi les familles, nous avons les enfants qui habitent tout autour. Les relevés effectués par l'association Guader, qui mesure la qualité de l'air sur le territoire,
confirme une année 2025 extraordinaire en termes de concentration de sargasses sur les côtes. L'association dénombre 7 communes, en jaune sur la carte, où les rejets de sulfure d'hydrogène dans l'air atteignent des valeurs considérées comme dangereuses. Les relevés de sulfure d'hydrogène évoluent jour après jour. Les personnes à risque, elles, sont invitées à se tenir le plus éloigné possible des sargasses. Et autre combat, celui des Amérindiens de Guyane, pour rapatrier les corps de leurs ancêtres. Ils avaient été envoyés dans des eaux humains de l'Hexagone lors des expositions coloniales à la fin du 19e siècle. Des associations de l'Ouest guyanais préparent un projet pour rapatrier 8 dépouilles amérindiennes depuis Paris. Allez, on reste en Guyane, où le territoire fait figure de bon élève dans le recyclage et la décarbonation grâce à plusieurs bâtiments bioclimatiques. La Guyane a été désignée coup de cœur du 4e salon de l'immobilier bas carbone qui se tiendra à Paris. Des bâtiments construits localement seront mis à l'honneur. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laurent Marot et Frédéric Larzabal. Depuis des années, l'architecte Laurent Chamou et l'aménageur Denis Giroux s'engagent en Guyane en faveur des constructions bioclimatiques, à l'image du projet de l'école Georges Ottilie à l'écoquartier de Remire-Montjoly. C'est d'abord un bâtiment qui va économiser de l'énergie d'une part et qui va assurer le confort de ses habitants sans recourir à des moyens techniques comme la climatisation. De grands débords de toiture gardent les façades à l'ombre le plus longtemps possible. L'orientation du bâtiment au vent dominant permet de ventiler les salles de classe via de grandes fenêtres à jalousie. Et pour les murs, des choix ont été faits. Des murs en briques de Guyane qui, eux, sont très fortement résistants à la chaleur et qui, contrairement au béton ou au parpaing, vont apporter une fraîcheur à l'intérieur du bâtiment. Ce groupe scolaire s'inscrit dans le cadre de l'écoquartier, un ensemble de 40 hectares avec des obligations. L'économie d'énergie, l'utilisation des matériaux locaux essentiellement et la bonne gestion des eaux. Donc ça veut dire pouvoir tout faire à pied dans le quartier, ne pas avoir besoin d'utiliser la voiture, avoir au moins 30% de matériaux locaux dans toutes les constructions. Autre exemple de construction éco-responsable, le siège de l'EPFA, l'établissement public foncier d'aménagement à Matoury. Le défi a été de réduire la consommation énergétique d'un bâtiment de bureau climatisé. Un autre projet innovant se prépare à l'entrée de l'écoquartier de Remire-Montjoly, le centre d'activité Lilos. Un bâtiment bioclimatique de 5 étages, objectif, être le plus possible en symbiose avec la nature. Pour avoir un bilan carbone neutre ou même positif, il s'agit de créer une ferme urbaine en cultivant fruits et légumes dans des bacs suspendus, de végétaliser les façades, récupérer les eaux de pluie et l'énergie solaire. Tout autre chose à présent, utiliser des feuilles de taro pour lutter contre la leptospirose. C'est la bonne idée des éleveurs de cochons de l'île de Futuna. La taraudière devient alors un filtre naturel avant la mer, idéal pour éviter les contaminations. Reportage Malia Fatima Pagatele et Yavan Touataane. Quand on parle de réchauffement climatique, on pourrait s'attendre à plus de précipitations dans l'avenir. Dans un contexte où les parcs à cochons sont situés à proximité des habitations ou des caniveaux, comme c'est le cas ici, le risque de contracter la leptospirose devient important. C'est surtout lié aux effluents issus des parcs à cochons. Comme on peut le constater ici, ça s'écoule un peu partout, surtout directement dans le caniveau qui est directement rejeté dans la mer. Donc il n'y a pas par exemple, de bassin de filtre drainant pour pouvoir filtrer les effluents des parcs à cochons avant d'être rejetés dans la mer. Pour limiter le risque de contamination, le projet Payback Plus propose des solutions simples, inspirées de la nature et respectueuses des pratiques ancestrales. On a un système chez un éleveur d'ici de Vaïséi qui est vraiment intéressant, qui correspond à ce qu'on recherche, à savoir utiliser les solutions fondées sur la nature pour s'adapter au changement climatique. Et ici notamment le taro, mais aussi le bananier, le papayer et d'autres végétaux qui vont permettre d'épurer les excréments des cochons à la sortie du parc à cochons. Il a mis en place la pente des box à cochons loin de ses pieds, donc là il a ses pieds au sec. Et les excréments partent avec l'eau dans un endroit qui est sec. Donc lorsqu'il va venir récupérer ses plants de taro pour emmener au champ, il est dans un contexte où le risque de contamination est très très faible. Après la visite, la prochaine étape consiste à faire des démonstrations sur le terrain avec des volontaires du village de Vaïséi.
L'idée est d'inspirer les éleveurs de Futuna à reproduire ces modèles tout en encourageant les autorités à les accompagner dans cette démarche. Et on reste dans le Pacifique pour terminer cette édition. Retour en Nouvelle-Calédonie, l'archipel et ses nombreuses espèces endémiques attirent les botanistes du monde entier. Nos équipes ont suivi 2 chercheurs durant l'une de leurs expéditions. Le récit de Laïd Beritane. À la recherche des trésors cachés dans la forêt du Mont Kogi, David Bruy et Taylor Field sont botanistes, l'un calédonien, l'autre néo-zélandais. Leur mission, étudier l'évolution et le fonctionnement des plantes endémiques de Nouvelle-Calédonie. 3 espèces sur 4 qu'on va trouver est endémique de Calédonie. Mais en plus de ça, on a des taux d'endémisme très importants au niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on a 3 familles, donc un ensemble de plantes entières qui ne sont qu'en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est très rare à l'échelle du monde. Le seul qui nous bat, c'est Madagascar, avec 5 ou 6 familles endémiques. Bien que récentes, ces plantes rares et énigmatiques présentent des caractéristiques semblables à leurs ancêtres apparus il y a 100 millions d'années, notamment au niveau du système hydraulique. La question, c'est pourquoi? Est-ce une réévolution récente du système hydraulique de la plante ou juste la persistance d'une caractéristique archaïque? S'il s'agit de persistance, cela signifierait que la très longue évolution de toutes les angiospermes ou plantes à fleurs du monde s'est déroulée dans des habitats humides comme la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Zélande et quelques forêts australiennes. Les 2 chercheurs collectent des échantillons pour analyse, car chaque spécimen va enrichir les connaissances des botanistes. Comme en Calédonie, on connaît encore assez mal la flore. On décrit en moyenne une espèce nouvelle tous les mois, depuis les années 2000, endémique de Calédonie. C'est important de bien comprendre la variabilité d'une espèce pour savoir où termine une espèce et où commence une autre. Donc on est encore dans cette phase-là. Et plus l'atmosphère se réchauffe, et plus ces plantes auront des difficultés à respirer, car elles ont besoin de beaucoup d'humidité pour prospérer. C'est le constat implacable du réchauffement climatique dans le Pacifique Sud et en Nouvelle-Calédonie en particulier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur france24.com et lapremière.fr. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour votre journal et bon week-end sur France 24. Retrouvez votre programme avec la Salvetat. Parce qu'elle est peu salée, la Salvetat peut se consommer toute la journée. Pour boire la vie sans modération. La Salvetat, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Il est bon de s'arrêter un instant sous un olivier pour regarder la météo avec Tramier. Un goût généreux et le respect de la nature sans résidus de pesticides. Tramier, vous offrir le meilleur du soleil.